Vous êtes fatigué de ces repas de famille interminables où Olivier vous dit que les pauvres sont des assistés, que les riches ont la vie dure et que les immigrés viennent pour les aides, qu'on ne peut plus rien dire et qu'on crie au viol pour un rien. On a le guide de survie pour vous, Made in le média. Bah, de toute façon, on paye trop d'impôts. Alors celle-là, je peux peut-être vous l'accorder. La question, ce n'est pas qu'on paie trop d'impôts, mais qui paie quoi? Ah non, ne regardez pas les plus pauvres, hein. Regardez là, en haut, les infimes plus riches, les 0,1%. Et si je vous disais qu'ils paient moins d'impôts en proportion que le commun des mortels? Le taux d'imposition effectif à l'impôt personnel n'est plus que de 2% pour le top, les 0,001%. C'est l'Institut des politiques publiques qui révèle cette étude avec des données pourtant de 2016, donc bien avant la politique mise en place par Emmanuel Macron, qui est venu favoriser encore les plus riches. Oui, enfin, tu dis ça, les pauvres, ils payent même pas d'impôts. Alors si on continue à vous focus sur les pauvres, même après cette explication, bon, déjà courage, mais surtout les pauvres paient une taxe, un impôt présent partout et très injuste car il n'est pas conditionné aux revenus, c'est la TVA. Oui, bah, les pauvres, ils coûtent trop cher. En 2024, 33,3 milliards d'euros ont été versés au titre des minima sociaux. Alors ça paraît énorme comme ça, mais en fait, c'est 1,1% du PIB. En fait, ça permet juste à des Français de ne pas se retrouver sans rien. Et on parle de quelques centaines d'euros pour à peine survivre dans la France de Macron. Et la France de Macron, parlons-en. Et demandons-nous qui nous coûte vraiment cher. Une étude d'Anne-Laure Delatte et Ayman Abdel-Salam, chercheuse en économie au CLERC, a montré que les mesures en faveur des entreprises représentent 40 milliards d'euros par an depuis 2017. Baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%, 16 milliards d'euros par an. Baisse des impôts de production, 19 milliards d'euros par an. Extension du CICE avant son remplacement par des exonérations de cotisations sociales, 5 milliards d'euros par an. En France, plus de la moitié de l'augmentation du prix de l'énergie serait due aux marges exceptionnelles des plus grandes entreprises de l'énergie et l'agroalimentaire, et près de 40% du prix pour les transports, avec les répercussions sur l'essence, le gaz, mais aussi l'alimentation qu'on connaît, rapporté Oxfam en 2023. En 2023, les 10% les plus riches ont gagné 280 euros en moyenne grâce à la politique fiscale du gouvernement. Les Français, eux, en moyenne, perdent 50 euros et les 10% les plus pauvres perdent 290 euros, montre l'INSEE. Merci Père Noël. Macron, pardon. Oui, enfin, Macron, il a bon dos, hein. Tu sais ce que ça fait, la fraude sociale? La fraude sociale, c'est 13 milliards d'euros par an selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale. La fraude fiscale, elle, bah oui, je reviens toujours à eux, entre 60 et 80 milliards d'euros par an, soit plus de 5 fois le montant de la fraude dite sociale. Elle irait même jusqu'à 100 milliards selon Solidaire Finances Publiques. Et en fait, 56% de la fraude sociale détectée est le fait des entreprises et travailleurs indépendants. Oups, c'est pas les pauvres qui trichent. On peut lire dans Le Monde que la part des assurés, et notamment des titulaires de minima sociaux, est faible dans l'ensemble. La fraude au RSA, sur laquelle se focalise souvent l'attention, représente 1,5 milliard d'euros. Et à l'inverse, la DREES rapporte un taux de non-recours au RSA de 34%, donc 3 milliards d'euros ne seraient pas versés à des personnes pourtant éligibles, ce qui équivaut à 2 fois le montant de la fraude. Oui, bah de toute façon, c'est eux qui font le trou de la sécu, donc à un moment, il faut bien payer. S'agissant de l'assurance maladie, 1,71 milliard d'euros de fraude par an ont été évalués et la grande majorité, 1,12 milliard, sont directement imputables aux professionnels de santé, selon les chiffres du HCFPS. Car depuis tout à l'heure, on se focus sur 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, ce qui n'est rien en fait sur le budget de l'État ou encore l'accumulation des plus riches, mais on aime faire du zèle apparemment. Et combien de fois il va falloir te le dire? Il y en a marre de l'assistanat. Alors, pourquoi pas? Allons voir les grands assistés en France. Imaginez, vous ne faites rien et tous les mois, de l'argent tombe comme par magie. Vous pensez aux bénéficiaires des prestations sociales? Moi, je pense aux rentiers. Il suffit de naître au bon endroit, au bon moment, que des gens n'aient pas accès à la propriété privée mais aient le droit de payer les logements des autres et hop, le tour est joué. En France, la fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine total contre 35% au début des années 70 selon le Conseil d'analyse économique. Les 50% les plus pauvres détiennent moins de 5% de l'ensemble du patrimoine, tandis que les 10% les plus riches possèdent près de 80% des actifs financiers et professionnels, un niveau comparable à celui du 19e siècle, c'est ce qu'a révélé Marie Charelle dans Le Monde. Une jolie société d'héritiers. Les gens pauvres ne vivent que de leur salaire. Et plus leur salaire est bas, moins ils peuvent épargner, plus ils sont dans l'urgence du quotidien et ils dépensent tout pour vivre, subvenir à leurs besoins quotidiens. Et plus vous êtes riche, quand les salaires augmentent, vous épargnez, et plus vous êtes très riche comme ces gens-là, plus vous avez un salaire qui est une part
plus faible de votre revenu. Le reste de vos revenus, c'est ce dont vous avez hérité, c'est-à-dire le patrimoine immobilier, des appartements que vous louez, le patrimoine mobilier, des actions que vous avez placées en bourse. Et c'est ça qui constitue une partie du revenu. Et là, on ne parle que du revenu, on ne parle pas du patrimoine. Si on parlait du patrimoine, là, ce serait des écarts encore plus importants. C'est un appartement, je ne sais pas moi, qui va valoir 600, 700 000 euros. Le patrimoine, c'est 700 000 euros. Si vous le louez 2 000, 2 500, peut-être 3 000 euros par mois. Là, on parle des 3 000 euros seulement, pas du patrimoine qu'ils ont. Donc oui, plus vous êtes riche, plus vous avez un patrimoine qui vous rapporte de l'argent et plus la part de vos salaires est faible. Compliqué de nous parler de mérite ou de talent après ça. Bon allez, j'arrête avec l'ironie. C'est vrai que d'autres touchent des sommes colossales sans rien devoir à personne. Ce sont les grandes entreprises. Cet été, la commission d'enquête du Sénat a montré que les aides publiques aux entreprises représentent 211 milliards d'euros par an. Une des plus grosses dépenses de l'État finalement, et sans condition. Le groupe CRCEK prend l'exemple de Michelin qui a touché 4,9 millions d'euros pendant le CICE et je cite ayant servi à acheter des machines qui n'ont jamais été utilisées en France. Le géant a fermé ses usines de Cholet et Vannes qui salariaient 1200 travailleurs. Et je ne vous parle pas d'ArcelorMittal, premier groupe sidérurgiste européen qui supprime plus de 600 postes dans le nord de la France, plus de 200 seront délocalisés en Inde. Un groupe qui, malgré la crise, reste rentable avec des actionnaires aux milliards de dividendes. Mais ce qui a surtout choqué, c'est qu'ArcelorMittal a bénéficié de 300 millions d'euros d'aides de l'État reçues en 2023 et d'une promesse d'investissement public de 850 millions supplémentaires pour aider à la décarbonation du site de Dunkerque. Pendant ce temps, les PME paient un impôt sur les sociétés avec un taux effectivement payé de 21,3% contre 17,1% pour les grandes entreprises en 2019, selon un rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. L'économiste Maxime Combe insiste sur le fait que ces 25 dernières années, les aides publiques aux entreprises ont augmenté 4 à 5 fois plus vite que le PIB et que les prestations sociales. Donc contrairement au discours dominant, ce qui coûte trop cher, c'est le capitalisme français. Alors, c'est qui les assistés ? Attends, tu fais que parler des riches là. Mais les riches, ils ont travaillé, hein. Ils n'ont pas eu ça de nulle part. Bon, Olivier, tu forces, mais on va te rajouter des arguments si la société d'héritiers ne te convient pas. Parlons des PDG. Pourquoi sont-ils riches ? Par talent ou par « mon entreprise produit grâce à mes travailleurs et je garde la plus grosse part du gâteau ». Bingo, c'est la réponse B. Entre 2011 et 2021, les PDG des 100 plus grandes entreprises françaises cotées ont vu leur salaire augmenter de 66% contre 21% pour les salariés et 14% pour les smicards, avance Oxfam. Les entreprises du CAC 40, elles, ont enregistré des records de bénéfices ces dernières années. Les salariés ont pu en profiter ? Chouette ! Ah non, ces entreprises ont versé en moyenne 71% de leurs bénéfices sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Oui, d'accord. Mais c'est les actionnaires qui prennent tous les risques. Il faut bien qu'ils soient récompensés à un moment. Ah bon ? Quand ? Pendant les aides Covid où les grandes entreprises ont profité de la crise et se sont enrichies ou pendant les subventions publiques non conditionnées ? Pendant leur fermeture d'usines et leur délocalisation aussi peut-être ? En attendant, les travailleurs et travailleuses produisent le gâteau, n'en récupèrent que les miettes et voient le pâtissier s'enfuir à l'étranger. Merci le contribuable de financer tout ce spectacle. Prenons un exemple concret. Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a perçu 66 millions d'euros en 2021, ce qui équivaut à 1139 fois le salaire moyen de son entreprise cette année-là. Autrement dit, Carlos Tavares a perçu le salaire moyen de son entreprise en 3 heures et 22 minutes. Stellantis, vous savez, c'est ce groupe qui avait comme sous-traitant Ma France, la dernière usine auto du 93 et qui a été placée en liquidation judiciaire. 280 familles ont été laissées sur le carreau. Merci des délocalisations. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais les chômeurs, s'ils cherchaient du taf... Alors là, c'est très simple. 458 000 emplois sont vacants au 3e trimestre 2025 dans les entreprises du secteur privé, hors agriculture, intérim, particulier, employeur. 5 600 000 demandeurs d'emploi. Non, attends, tu peux pas dire ça. Les patrons, ils galèrent à embaucher. Les gens, ils veulent plus travailler. Les offres non pourvues faute de candidats représenteraient 4,9% du total des offres en 2024 selon France Travail. Pour ces offres non pourvues, les employeurs ont reçu des candidatures, mais près de 2/3 d'entre eux notent une absence de candidats compétents, expérimentés et ou motivés pour occuper le poste. La moitié évoque l'insuffisance de la formation et ou moins d'un tiers relève d'un manque de savoir-être ou d'expression orale, précise l'UNEDIC. Mais surtout, le chômage n'est pas un problème individuel. Cette année, par exemple, 160 sites industriels sont menacés de fermeture. Des dizaines de milliers d'emplois sont en danger. Emmanuel Macron a matraqué sa politique de l'offre, baisse des impôts, subventions, dérégulation du marché du travail et au final, des dividendes qui explosent et des travailleurs sur le bord de la route.
Je veux dire, je vais vous faire la liste. On a perdu Arcelor, Péchinet, Alstom, Alcatel, Essilor, Technip, Michelin, Tesser. Ça en fait quand même beaucoup. Et la liste est longue. Je veux dire, on a un cimetière de marques françaises que nous avons perdues, qui étaient souvent des leaders mondiaux. Donc là, il faut se réveiller. Donc chaque fois qu'on en perd un, on dit oui, mais on va se concentrer ailleurs, vous en faites pas, c'est la destruction créatrice. On a perdu ça, l'électroménager, c'est fini en France, mais on va aller sur quelque chose d'autre. Alors enfin, chaque fois, on perd. Et là, on constate la colère des gens. Mais ils ont raison. Le chômage est un problème sociétal et pointer les individus comme responsables, c'est une stratégie bien connue pour éviter de pointer les réels responsables de la crise et ses profiteurs. Bah oui, profiteurs. Les gens au chômage et au RSA, ils ont la belle vie. Hein. Ok, fais-le alors. Arrête de travailler, vis avec 900, 1200 euros par mois. Qu'est-ce qui t'en empêche si c'est la belle vie? L'adresse, donc, l'État l'affirme. Le revenu disponible est plus élevé en travaillant, même au SMIC, que sans emploi avec les aides. Une personne seule locataire dans le parc privé et sans revenu d'activité, non handicapée et d'âge actif, dispose en janvier 2025 de 873 euros mensuels de prestations sociales. Ce revenu disponible serait plus élevé, 1 673 euros, si elle travaillait pour un SMIC net à temps plein. Et de manière générale, quelle que soit la composition familiale, le revenu disponible augmente avec le salaire et il est plus élevé avec un salaire au SMIC que sans salaire. Par exemple, sans revenu d'activité, le revenu disponible d'une famille monoparentale avec 2 enfants est de 1 720 euros contre 2 544 euros avec un SMIC. Après Olivier, si tu envies des gens qui vivent avec à peine de quoi survivre, on ne peut plus rien pour toi. Mais le problème, c'est pas que le travail ne paye pas assez plutôt? La part consacrée à la rémunération du travail dans la valeur ajoutée des entreprises diminue. Elle est passée de 61 à 51% dans les 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse, montre Oxfam en 2023. L'organisation internationale montre qu'entre 2011 et 2021, la dépense par salarié a augmenté de 22%, alors que les versements aux actionnaires ont augmenté de 57% pour ces entreprises. Alors, quand on enlève aux plus pauvres, ça ne redonne pas aux un peu moins pauvres. Étrange. Ça voudrait dire que l'économie est concentrée dans les poches des plus riches? Désolé, je ne veux pas tourner en rond, mais c'est pas moi qui le dis. Enfin, Lisa, tu t'attaques tout le temps aux riches. Si on les taxe trop, à un moment, ils vont partir. Hein. Alors depuis 2019, la fortune des milliardaires français a augmenté au total de plus de 24 milliards d'euros, ce qui fait 13 millions par jour depuis 6 ans. Et on l'a dit, grâce à la force de travail des travailleurs, grâce à une société d'héritiers, grâce à des règles politiques, économiques et institutionnelles qui les enrichit toujours plus. Pourquoi s'accroche-t-on à eux? Tout d'abord, on le voit, ils partent déjà. Les grandes entreprises délocalisent, concurrencent les petites avec des règles déloyales. Ensuite, si on y tient vraiment, les études ont montré qu'il n'y a pas de fuite après une imposition. Et surtout, il existe des mécanismes, comme dans la taxe Zuckman, pour obliger les fuyards à payer leur dû. Ouais, de toute façon, en France, on veut toujours appauvrir les riches. Hein. On déteste la réussite ici. L'injustice actuelle, elle est dans le fait que les milliardaires échappent à l'impôt, avec un taux de prélèvement obligatoire 2 fois plus faible que celui du français moyen, a écrit Gabriel Zuckman, économiste, qui a proposé un taux minimal de 2% d'imposition aux infimes plus riches. C'est cette injustice que le taux plancher viendrait corriger. Ensuite, rappelez l'arithmétique de base. La fortune des milliardaires n'est pas dormante, elle génère des revenus de l'ordre de 5-6% par an en moyenne. Largement de quoi payer un impôt de 2% sans avoir à vendre quoi que ce soit. Donc pas d'inquiétude, Bernard Arnault aura de quoi dormir avec son impôt à 2%. Roulement de tambour, pour sa 28e édition en 2023, le classement des fortunes de Challenge sort un millésime exceptionnel. La fortune globale des 500 grimpe ainsi à des sommets jamais atteints à 1170 milliards d'euros, reléguant loin derrière le record de l'année passée à 1002 milliards. L'effet est encore plus saisissant sur la durée. En 2009, ce montant n'était que de 194 milliards, représentant 10% du PIB, alors aujourd'hui c'est 45%. De l'autre côté, une personne sur 8 est en situation de privation matérielle et sociale en France en 2024, nous dit l'INSEE. C'est plus qu'entre 2013 et 2020. Les privations de protéines et de chauffage sont bien plus fréquentes qu'il y a 10 ans. Heureusement qu'elles sont là, les grandes entreprises. Il faut bien créer du travail. C'est pas gentil pour les petits patrons, ça. L'INSEE a sorti une étude très intéressante. Entre 2012 et 2022, les créations d'emplois ont surtout été portées par les micro-entreprises et les PME. Quoi? Les grandes entreprises aux milliards de bénéfices ne sont pas le top du classement dans la création d'emplois? Comme c'est étrange. Entre 2012 et 2022, les micro-entreprises, les PME et les ETI créent dans leurs établissements respectivement 870 000, 654 000 et 346 000 emplois salariés, alors que les grandes entreprises en suppriment 173 000. A noter que finalement, les micro-entreprises créent près de la moitié des emplois sur la période, mais beaucoup d'entre elles changent de catégorie à la suite de leur croissance
ou de leur rachat par des entreprises de plus grande taille, si bien que les effectifs salariés de cette catégorie augmentent peu finalement. Et dans le même temps, les effectifs salariés dans les grandes entreprises augmentent sur la période, bien qu'elles suppriment 173 000 emplois, car les pertes d'emplois sont plus compensées par des fusions-acquisitions ou des rachats d'établissements appartenant à de plus petites entreprises. Et les suppressions nettes ont lieu en dehors des grandes agglomérations. Et le coût de l'immigration alors? Ok, bon, même avec tout mon laïus sur les riches, c'est le couplet immigré. Alors on va s'y coller. C'est ballot, mais c'est faux. L'OCDE le montre, les immigrés nous coûtent autant qu'ils nous rapportent. C'est sur l'épaisseur du trait. Bah oui, parce que au-delà d'être des dépenses, les immigrés, qui sont quand même des humains comme nous tous, mais ça n'a pas l'air de peser dans le débat, eh ben ils travaillent, ils cotisent, et parfois sans aucun droit quand ce sont des travailleurs sans papier à qui on ne délivre pas de régularisation. Dans les 25 pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles, en moyenne, au cours de la période 2006-2018, la contribution des immigrés sous forme d'impôts et de cotisations a été supérieure aux dépenses publiques consacrées à leur protection sociale, leur santé et leur éducation. Et de façon générale, la contribution des immigrés couvre entièrement leur part des dépenses publiques consacrées aux biens publics congestibles et finance en partie les biens publics purs tels que la défense et les frais de la dette publique. Pour l'AME, la fameuse aide médicale d'État tant décriée à droite et à l'extrême droite, qui sert à soigner des humains non couverts par une assurance maladie, elle coûte entre 0,4 et 0,5% des dépenses de santé. Et la moitié des potentiels bénéficiaires ne la demandent pas à leur arrivée sur le territoire. En attendant, les exilés fiscaux ou les immigrés français bien installés dans des pays africains pour y travailler, exploiter les travailleurs locaux et s'accaparer les richesses ont la belle vie. Mais ça fait moins vendre sur les plateaux. Et là, si je commence à faire de l'histoire sur pourquoi des immigrés africains immigrent en France, je vais en vexer plus d'un. Peut-être parce que la France s'est développée grâce à la colonisation et l'exploitation du continent africain. Ah, et au fait, la France est toujours présente en Afrique et sa politique néocoloniale participe aux conflits qui provoquent des migrations forcées, douloureuses et même meurtrières, sans parler du soutien à des régimes autocratiques et corrompus qui poussent la jeunesse à l'exil. Alors, peut-être qu'ils ne nous coûtent pas d'argent, en tout cas, ils nous prennent notre travail. Les immigrés ou les grandes entreprises qui décident de délocaliser malgré de bons résultats financiers. Oui, je me répète, mais c'est toujours la même recette, j'y peux rien. À noter, 10% des emplois en France sont occupés par des personnes immigrées. On pense à la restauration, à l'hôtellerie, au bâtiment, mais aussi aux médecins hospitaliers et qui, de par leur absence de diplôme français, sont au même grade que des étudiants. Enfin, Lisa, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je crois que je vous ai assez démontré que de l'argent, il y en a en France. Sa vraie question, c'est sa répartition. En France, il n'y a pas une crise migratoire, mais une crise de l'accueil. Des centaines de familles, enfants, mineurs isolés se retrouvent à dormir tous les soirs, à aller au travail sans savoir où ils vont passer la nuit. Des mineurs nous ont même raconté aller à l'école avec la boule au ventre de devoir passer la nuit dehors, le soir même, et on a documenté tout cela sur Le Média. Ok, mais il y en a trop. La France reste un pays de faible immigration par rapport à la moyenne des pays développés. Alors, a-t-on une poussée migratoire ou une poussée raciste? Les politiques nous parlent de quotas, de ciblage, de contraintes, d'utilité pour certains métiers. Parle-t-on d'humains? J'en ai des doutes. Dans ces humains, il y a une partie d'étudiants qui viennent faire leurs études ici, car les pays du Nord bloquent le développement économique des pays du Sud. Il y a des regroupements familiaux qui sont de plus en plus durcis, et il y a des raisons économiques et humanitaires avec toujours une participation et une responsabilité des pays du Nord dans la situation du pays d'origine. Et ça, on a fortement tendance à l'oublier. Oubliez aussi que nous, Français, ne sommes jamais des migrants, mais des expatriés qui vont s'installer dans un pays qui a besoin de se développer pour être cadre pour une grande entreprise française pétrolière qui se fait des milliards en exploitant les ressources d'un pays étranger. Là, on n'est pas des mauvais immigrés qui viennent tout voler et détruire. On est des businessmen, des producteurs, des ingénieurs. Oui, et pendant ce temps, les autres, c'est des délinquants. Clément Viktorovitch était revenu sur cette énorme idée reçue pour France Info. Alors ok, les étrangers représentent en France 7% de la population totale, mais 23% des individus en prison. Peut-on pour autant en conclure que les étrangers sont plus délinquants que les Français? Eh bien la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que ces statistiques, eh bien, elles sont faussées. Plusieurs études montrent que les personnes noires et arabes sont plus contrôlées par la police et donc plus arrêtées. Des études menées par le précédent défenseur des droits, Jacques Toubon, montrent qu'une fois devant le tribunal, à profil égal et délit égal, les étrangers ont plus de risques d'être condamnés et les peines dont ils écopent sont plus longues. Clément Viktorovitch est allé plus loin, il s'est penché sur les travaux du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale, un organe rattaché directement à l'ancienne première ministre. Je le cite, 2 chercheurs du CEPI, Arnaud Philippe et Jérôme Valette, ont publié une note dans laquelle ils dressent le bilan de plusieurs décennies de recherche internationale sur le lien entre immigration et délinquance. Leur conclusion est sans appel, les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. C'est l'exact contraire de ce que répètent en boucle les Républicains, le Rassemblement national, mais aussi le gouvernement.
Et moi-même, je m'autorise à aller plus loin. Les personnes les plus précaires sont plus à même de rencontrer des soucis avec la justice. Pourquoi ? Parfois, la pauvreté peut amener à la petite délinquance, vous savez, celle qui envoie les gens en prison, hein, parce qu'on sait que d'autres types de délinquance, on est plutôt tranquille avec la justice, ou alors on en fait des livres après 10 jours à Guantanamo et applaudissements. Et la précarité, on le sait, peut davantage toucher les personnes immigrées, tant elles sont marginalisées et discriminées. Bref, établissons plutôt un lien précarité, petite délinquance, justice à deux vitesses. Et pendant ce temps-là, les médias sont tous de gauche. Bon là, on rigole un peu aux médias. En France, 11 milliardaires détiennent 80% de la presse quotidienne généraliste, quasiment 60% de la part d'audience en télé et la moitié des audiences de la radio. Dans ces milliardaires, il y a Bolloré, qui a CNews, Europe 1, le JDD, complètement acquis et prêcheur des idées d'extrême droite. Bolloré qui fait monter ses têtes, qui transfère après sur le service public. Sans parler de Pierre-Édouard Stérin, milliardaire avec son plan Périclès pour implanter et financer l'extrême droite partout, dont dans les médias. Lors des élections européennes, 2 études de Statista ont montré que la part des invités politiques d'extrême droite sur CNews dans les matinales a atteint 26,5%, 15,8% sur LCI ou encore 11,5% sur RTL. Sans oublier la part sur France Info, plus de 12%, ou France 2, plus de 11%. Aussi, sur C8, 50% du temps d'antenne était occupé par la famille politique d'extrême droite, quand la gauche, elle, n'en cumulait que 11,5%. Et la thèse d'extrême droite, le grand remplacement, avant politiquement incorrect, inaudible, est aujourd'hui débattue comme si c'était un thème comme un autre. On nous a refusé à nous un canal TNT malgré notre dossier solide pour que Bolloré ait encore plusieurs chaînes et Kretinsky s'implante sur le petit écran. Aux médias, on a aussi beaucoup pointé du doigt le point de départ des débats. On ne se questionne pas sur le problème de l'accueil des immigrés, mais sur la maîtrise de l'immigration. On demande sans cesse comment maîtriser les dépenses de retraite, sans parler des recettes. On nous vend de l'objectivité ou pire, du ni droite ni gauche. Vous avez déjà entendu un débat sur des modèles alternatifs, la fin de l'impolice, la suppression du Sénat ou encore l'abolition du travail ? Non, on questionne au sein d'un cadre néolibéral. Alors oui, il y a des questions ou reportages sur la taxation des riches ou des chroniques humoristiques social-démocrates, mais le système médiatique est loin d'être à gauche. Et les branleurs de grévistes alors, hein ? Alors la grève, c'est pas payé, petit malin. Si je veux rien glander, je prends des congés payés qui ont été acquis grâce à la grève. Ça sert à rien de lutter. À quoi bon de toute façon ? Les femmes de l'hôtel Ibis, les femmes du Louvre, hôtel Suresnes, les militants contre les méga-bassines, les salariés de Géodis, les ouvriers de l'usine Duralex, les travailleurs sans papier de la Poste, les féministes contre Depardieu ou encore Harry Habitant, Act Up, tant de luttes victorieuses, tant de luttes qui au moins limitent la casse programmée du pouvoir libéral en place. Et les jeunes dans tout ça, ils vont se mettre à bosser à un moment ? Les jeunes, ils se tapent la crise économique de plein fouet, la crise écologique, une pandémie, une démocratie en déclin, et pourtant, on les voit en festival, en manif, dresser des barricades contre l'extrême droite ou les coupes dans les services publics devant leur lycée ou leur fac. Quoi ? Les jeunes ne veulent pas travailler 50 heures semaine pour un salaire de misère et finir dans l'état de leurs parents ? Bah ça alors, les jeunes aspirent à une vie meilleure, quels ingrats ! En 2023, une enquête Harris Interactive a posé au moins de 30 ans la question classique des sondeurs lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'importance accordée au travail. Que feriez-vous si vous n'aviez pas besoin d'argent pour vivre ? Eh bien, 77% continueraient à travailler. Le niveau de formation des jeunes n'a jamais été aussi élevé et pourtant leurs conditions d'insertion sur le marché du travail restent, pour une partie d'entre eux, très compliquées. Le taux de pauvreté des jeunes est plus élevé que celui de toutes les autres classes d'âge et la durée nécessaire pour trouver un emploi stable est de plus en plus longue. Est-ce qu'il serait pas temps de tester le RN en vrai ? Bon, historiquement, l'extrême droite, on a quand même déjà essayé, mais n'allons pas si loin vu qu'ils ont changé. Le RN, on essaie tous les jours, dans les mairies, à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, et c'est inquiétant. À Hénin-Beaumont, le maire Steve Briouat vire un syndicaliste car impliqué dans des associations, dont une culturelle, indépendante et qui ne plaît pas au maire RN, elle a été délogée par Steve Briouat. Dans les mairies, les syndicats solidaires s'alarment. Des attaques systématiques contre les salariés, les associations, les syndicats, allant jusqu'aux attaques personnelles, la diffamation et le harcèlement moral. La chasse aux pauvres, tarifs de cantine qui explosent, fin de la gratuité du ramassage scolaire, coupe dans les subventions des associations d'aide aux plus défavorisés, expulsion des locaux, arrêt anti-mendicité, la systématisation des propos et politiques discriminatoires, racistes et antidémocratiques, la promotion d'une idéologie sexiste, homophobe, intégriste, colonialiste et raciste, fin des repas de substitution, charte Ma ville sans migrants, hommage aux terroristes de l'OAS. À l'Assemblée, le parti héritier de Jean-Marie Le Pen a voté, par exemple, contre l'augmentation du SMIC, contre la taxe Zuckman, contre le rétablissement de l'ISF. Et l'extrême droite est déjà au pouvoir dans d'autres pays. La Hongrie de Viktor Orban a par exemple durci l'avortement. Tu sais Lisa, c'est très bien tous ces trucs de féminisme en 2025 et tout, mais toutes ces accusations, ça détruit des carrières. Gérard Depardieu, Harry Habitant, Gérald Darmanin, bonus soutien présidentiel.
Roman Polanski qui gagne un César, Luc Besson qui continue à faire des films, Kevin Spacey, Jean Lassalle, Damien Abad, Adria Quatennens, Bertrand Cantat, Woody Allen, Donald Trump, Jean-Marc Morandini, Coé, PPDA, Christophe Rougia, Gabriel Mazneff, Olivier Duhamel, Pierre Ménès, Nicolas Hulot, Jean-Jacques Bourdin, on en perdrait presque la laine. Tous ces hommes ont eu, et ont pour la plupart toujours, tribune et pignon sur rue. Leurs victimes, femmes, ados, enfants, sont traînés dans la boue et réduites au silence. Harry Habitant n'a jamais été blanchi. Le juge d'instruction ne se prononce pas sur la culpabilité, existante ou non, de l'auteur présumé. En réalité, le juge d'instruction évoque simplement qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments graves et concordants qui pourraient entraîner le renvoi d'Harry Habitant devant une cour d'assises ou une cour criminelle. Dans les affaires de viol, c'est extrêmement compliqué de faire la preuve. Forcément, l'ensemble des victimes ne comprennent pas, parce qu'un non-lieu pour elles, ça veut dire qu'elles ont menti. Et ça, c'est abominable, parce que quand une victime a ressenti l'innommable dans sa chair, et que la justice, c'est la seule façon pour elle de quelque part de se reconstruire par la suite, c'est d'être reconnue victime. Et quand la justice leur renvoie qu'il n'y a rien circulé, c'est intolérable. Et c'est pour cela que ceux qui ont un avis sur la question en indiquant bah, « écoutez, on ne peut pas condamner quelqu'un à vie », il faut qu'ils comprennent aussi que ces victimes, elles sont condamnées à vie. Aucune victime ne gagne quoi que ce soit à dénoncer une agression. Elle subit menaces, méprise, isolement social, coûts financiers importants et surtout une double peine. Enfin maintenant, on peut même pas dire bonjour à une collègue, on est tout de suite accusé d'agression sexuelle. 1% des violeurs sont condamnés, Olivier. 1%. Ça va aller. Tu risques pas grand-chose. Le Haut Conseil à l'égalité pointe une montée du masculinisme chez les hommes, surtout les jeunes. Mais si t'as peur d'agresser sexuellement quelqu'un, en fait, tant mieux, non ? C'était notre petit guide de survie non exhaustif au repas de famille épuisant. Mais sinon, vous pouvez aussi fuir et vous mettre devant le média. Bonne fête!